Dans l'une des salles aménagées pour l'occasion, la Promodev CTA, poursuivant la série d'activités de vulgarisation agricole, a organisé le mardi 2 juillet 2013 au Plaza Inn son deuxième briefing autour du thème Regardez vous-même les scènes d'images tournées pour la circonstance. Bonjour et bienvenue donc à ce deuxième briefing sur le développement en Haïti, valorisation des produits locaux, une alternative pour la sécurité alimentaire en Haïti. Nous sommes en présence ici de personnalités qui évoluent dans le secteur, dont le secrétaire d'État à la relance agricole, je vois le directeur du CNSA, il y a la ministre à la paysannerie, etc. Donc, bonjour encore une fois et bienvenue à tout le monde. Ce programme est donc à sa deuxième édition dans le contexte justement d'actualité qui fait la promotion des produits locaux haïtiens pour un développement durable, avec la question comment le secteur agricole peut donc aider au développement durable d'Haïti. Nous allons d'abord projeter une vidéo, et ensuite nous passerons aux différentes premières interventions avec le président de Promodev, le secrétaire d'État et également le directeur général de l'INA. Nous regardons d'abord la vidéo de l'Union européenne sur le sujet. Merci. Monsieur le ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers collègues, alors au nom du CTA, je vous souhaite la bienvenue à ce deuxième briefing d'Haïti sur la valorisation des produits locaux comme alternative pour la sécurité alimentaire dans le pays. Alors nous sommes en ce moment à Bruxelles. Comme vous le savez, ces briefings se déroulent sur des sujets similaires à ceux que nous organisons à Bruxelles tous les 2 mois, en collaboration avec l'Union européenne, la Commission européenne, la DG Développement, aussi le groupe des ambassadeurs d'Afrique, Caraïbes, Pacifique, et bien sûr le CTA étant le coordinateur. Alors nous sommes très heureux, nous félicitons d'ailleurs le ministère de l'Agriculture et du Développement rural de Haïti, mais aussi la Promodev et les autres partenaires comme la Commission européenne, l'ICA, la FAO et autres qui se sont joints à l'organisation de ces briefings. Alors je vous souhaite la bienvenue aussi au nom de mon directeur qui se trouve actuellement en Éthiopie dans une réunion de très haut niveau, et donc contrairement à la dernière fois il avait pu faire les remarques introductives lui-même, cette fois-ci voilà, je le remplace. Je suis Zolina Boto et je suis la responsable du bureau du CTA à Bruxelles. Alors, ceci dit, de nouveau, et un petit peu comme le précédent, nous sommes tous au courant des défis et des opportunités aussi, mais surtout des défis que l'agriculture et le développement rural connaissent dans le pays, en Haïti et ailleurs, notamment en raison de la flambée des prix agricoles, en raison de la rareté des ressources et surtout de la pression sur les ressources naturelles comme la terre et l'eau, mais aussi sur tous les impacts du changement climatique et notamment dans des économies en fait comme celle d'Haïti. Nous savons aussi qu'en Haïti, l'agriculture reste un secteur stratégique, alors surtout en termes de sécurité alimentaire, d'emploi, notamment aussi en termes de biodiversité, et qu'il contribue à plus de 25% dans le PIB, qu'il est aussi une des sources principales de revenus et d'emplois dans les zones rurales, et notamment il emploie plus de 60% de la population active. Alors, bien que tout cela soit très établi, il est aussi vrai que l'année dernière, en 2012, Haïti a encore importé plus de 70% de ses besoins d'autres pays de l'étranger, et donc au détriment de sa production locale, et notamment de produits traditionnels. Alors ceci est dû à plusieurs raisons: une faiblesse de compétitivité sur les marchés locaux et régionaux, bien entendu aussi parfois des mesures plus de compétitivité un petit peu injustes d'autres pays qui protègent leur agriculture et qui ont un certain nombre de subventions, mais aussi par un manque de technologie appropriée, et surtout par un accès à des connaissances importantes pour l'agriculture, notamment pour développer par exemple ou appliquer des cultures plus appropriées, à plus haute valeur nutritive, etc.
Alors tout ceci nous fait dire qu'il est très important maintenant, non seulement pour le gouvernement d'Haïti, surtout pour les producteurs, les organisations de producteurs, mais aussi pour les partenaires au développement, de soutenir le secteur agricole encore plus qu'auparavant. Non seulement sa relance après les catastrophes qui ont eu lieu dans le pays, mais aussi un appui plus solide à tout ce qui est la production locale et donc de petits producteurs. Alors ceci, le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est la valorisation des produits locaux. Nous avons eu récemment un briefing à Bruxelles sur tout ce qui était les produits traditionnels liés à l'origine. Alors dans certains pays, ce n'est pas le cas pour l'instant en Haïti, mais dans certains pays, il y a des productions comme des indications géographiques, donc enregistrées, protégées par rapport au lieu et à une certaine connaissance, un certain savoir-faire local. Alors, ce n'est pas le cas en Haïti, mais Haïti a d'énormes richesses sur des produits locaux très spécifiques, donc qui ne se trouvent aussi que dans le pays, dans certaines zones géographiques du pays, et avec des liens très forts au terroir et à des savoirs traditionnels importants. Alors ceci, pour le CTA et ses partenaires, nous semble très important pour un certain nombre de raisons. D'abord, pour répondre à une nécessité de production, et souvent des productions qui sont plus nutritionnelles que des importations à bas prix, pour un accroissement bien sûr des revenus des agriculteurs, et ce n'est pas seulement un accroissement des revenus des agriculteurs, parce que ça participe aussi à un appui à l'emploi rural, au tourisme par exemple, à des initiatives d'agrotourisme, mais aussi à tout ce qui est la structuration des filières et des groupes de producteurs. Et bien entendu, sans oublier quelque chose qui est très important dans le contexte d'Haïti, qui est la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité, puisque comme vous le savez, vous avez un taux de déforestation très important. Alors, tout ceci nous semble important à discuter aujourd'hui, et je vois avec intérêt les intervenants très intéressants pour discuter de ces sujets-là sur un certain nombre de productions nationales. Il nous semble important d'identifier encore plus, parce que le problème avec les produits liés à l'origine, les produits agricoles liés à leur origine ou à leur indication géographique, c'est que très souvent ils ne sont pas suffisamment connus et parfois pas du tout, parce que c'est dans des endroits ou bien très isolés ou un petit peu moins commerciaux. Donc il nous semble important de continuer à les identifier, de continuer aussi à promouvoir leur savoir-faire, à le documenter, souvent ce n'est pas le cas non plus, et bien sûr à faire valoir tout ce qui est les connaissances traditionnelles en matière de production et de transformation de produits, qui est une valeur ajoutée, parce que sans oublier bien entendu toute la partie transformation et ajout de la valeur pour qu'il soit plus rémunérateur dans les marchés locaux. La partie consommation, consommateur, et je vois qu'elle est très bien traitée aussi en fait dans le programme qui a été développé par la Promodev et ses partenaires. La partie des consommateurs est très importante, parce que de plus en plus les consommateurs sont conscients, y compris à Haïti, de la nécessité d'acheter des produits qui soient plus conformes à un certain savoir-faire, à une certaine préservation de l'environnement, qui viennent plus en appui à des organisations de producteurs plus petits, qui sont dans des difficultés plus importantes que des productions à très grande échelle, produites par des systèmes à haut rendement, qui bien entendu ont moins besoin de l'appui des partenaires au développement et bien entendu aussi des ministères respectifs. Alors, de ce qu'on a pu en fait tirer comme conclusion de notre briefing de Bruxelles dernier, sur ces produits liés à l'origine et notamment les indications géographiques, c'est qu'en fait il y a une valeur ajoutée certaine en termes de structuration des organisations de producteurs autour d'un terroir et d'une zone géographique déterminée du pays, qu'ils sont aussi bénéfiques en termes d'image de marque, notamment d'image d'une région ou d'une localité très spécifique, puisque c'est là où il y a un savoir traditionnel autour de produits très déterminés. Et bien sûr aussi tout ce qui est la promotion de l'emploi local, et notamment le fait de retenir des jeunes agriculteurs dans les zones rurales, qui est réellement un problème, comme vous le savez, puisqu'il y a une forte migration vers les villes et les zones urbaines. Et c'est certainement le cas, un des problèmes importants à Port-au-Prince. Alors, nous voulons aussi un petit peu alerter sur ces systèmes de production pour essayer de changer les habitudes alimentaires des consommateurs. Alors ça, c'est aussi des consommateurs locaux et bien sûr régionaux et internationaux, pour qu'ils valorisent un petit peu plus tout un système de production plus respectueux
du savoir-faire et plus respectueux de la nature et de l'environnement. Donc nous pensons que pour les producteurs, c'est aussi une opportunité d'avoir de nouveaux marchés de niche sur des productions spécifiques qui soient rémunératrices. Alors, pour le CTA, si vous voulez, cette problématique s'enclenche bien dans la série de programmes que nous avons dans notre plan stratégique actuel, qui sont l'appui aux politiques agricoles, tout ce qui est l'appui aux chaînes de valeur, donc aux filières. Alors c'est bien de ça qu'on parle aussi tout au long dans tout le processus, et aussi à tout ce qui est en fait l'appui en renforcement de capacité à un certain nombre d'acteurs. Donc certainement un des prioritaires est tout ce qui est les petits producteurs, les organisations de petits producteurs, qui bien sûr est la majorité qui constitue la majorité de la production en Haïti. Donc voilà, je ne vais pas être longue parce que j'ai vu qu'il y a un programme très chargé, mais on a quand même insisté à vous faire un petit vidéo avec ma collègue ici, Christina, pour que vous ayez bien l'impression qu'on est avec vous lors de ce briefing, voilà, toute la journée, qu'on suivra d'ailleurs avec beaucoup d'intérêt en ligne par le webstream. Et alors, nous serons évidemment très intéressés par les conclusions et les activités de suivi que vous aurez identifiées, de manière à pouvoir venir en appui à des parties un petit peu plus précises dans les filières et dans les politiques agricoles. Alors de nouveau, plein succès, je vous souhaite de très bons échanges pour aujourd'hui. Et voilà, de Bruxelles, nous vous envoyons nos salutations les plus chaleureuses. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir. Et voilà, de Bruxelles, nous vous envoyons nos salutations les plus chaleureuses. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir. Monsieur le secrétaire d'État à la relance agricole, Monsieur le représentant ou Madame la représentante de la CTA, de l'Union européenne, de l'INA, la ministre de la Paysannerie, nous saluons la présence de M. Délémé, qui nous assiste toujours, Roland Victor. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, chers compatriotes, aujourd'hui, j'éprouve un réel plaisir et un sentiment de satisfaction de vous recevoir au deuxième briefing sur le développement en Haïti. Encore une fois, il m'est cher l'honneur de vous saluer et de vous souhaiter la bienvenue à la deuxième séance de ce briefing, combien important pour renforcer le processus de développement durable en Haïti. Cette rencontre a pour thème valorisation des produits locaux, une alternative pour la sécurité alimentaire en Haïti. La production agricole est insuffisante pour subvenir aux besoins croissants de la population, avec comme résultat une tendance constante à la hausse des importations de produits alimentaires, dont la contribution est passée de 44% à 46% de la disponibilité alimentaire de 2010 à 2011. Face à un tel constat, la Promodef se propose de promouvoir une agriculture durable et capable de satisfaire la demande relative à la consommation locale. Nous devons nous concentrer pour trouver des pistes de solution à la crise de l'agriculture haïtienne. Durant le premier briefing, nous nous sommes penchés sur les questions liées à la résilience agricole, spécialement dans un pays comme le nôtre, où presque chaque année tout est à recommencer, surtout avec la manifestation des catastrophes naturelles dans la région. Nous avons conclu, à travers les différentes interventions de nos spécialistes dans la matière, que renforcer la résilience est important, non seulement pour protéger nos petits agriculteurs qui sont les plus vulnérables, mais aussi pour assurer nourriture et sécurité alimentaire pour toute la population. Cela signifie procurer à temps et à un prix abordable les intrants comme fertilisants, accès au crédit, des semences améliorées qui se récoltent vite afin de remplir nos greniers avant que revienne la saison des cyclones. Et surtout, une saine et intelligente gestion des risques et désastres en vue de protéger les vies et les biens de nos concitoyens. Aujourd'hui, nous abordons un sujet important que nous considérons ce corollaire obligé: la valorisation des produits locaux, une alternative pour la sécurité alimentaire en Haïti. Ce thème n'est nouveau pour personne dans cette assemblée, car les médias, ces dernières années, en ont assuré une assez large diffusion, invitant nos concitoyens à consommer local.
Nous sommes réunis aujourd'hui pour continuer les débats en vue de favoriser, valoriser nos produits locaux et rehausser leur importance dans la nutrition, dans la sécurité alimentaire, en vue d'inverser une situation de dépendance par rapport à la nourriture importée. Encore une fois, la Promodem souhaite la plus cordiale bienvenue à tous nos invités, à nos panélistes, aux rapporteurs, aux modérateurs et aux différents, aux différents spécialistes dans le domaine, une spéciale bienvenue. La Promodem salue aussi avec grand respect la présence des médias qui, encore une fois, ont répondu présent à notre rencontre. Nous connaissons votre pouvoir de changer et surtout d'influencer les politiques de nos gouvernements pour le bien-être de la population tout entière. Merci enfin à tous ceux qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas pu payer de leur présence ici avec nous, mais qui, à travers les médias, nos blogs, Facebook, Twitter, participeront dans la tranquillité de leur maison ou au travail. Nous comptons sur vos critiques et recommandations pour servir notre patrie plus efficacement. Merci et bienvenue encore. Bonjour tout le monde. Et pour dire la vérité, je me suis trouvé très étonné d'être choisi comme invité spécial. Je ne sais pas ce qui a pris mon ami Talot, mais il a tenu à ce que je sois invité spécial et me voilà assis à côté du secrétaire d'État. Bon, c'est peut-être parce que je suis directeur général de l'INARA, mais si je profite de l'occasion aujourd'hui, ce n'est pas en tant que directeur général de l'INARA, mais en tant que président d'une fondation qui s'appelle la Fondilac. Je ne vais pas vous détailler ce que c'est que la Fondilac, c'est un nom très long, très compliqué. Je vous dirai simplement qu'en février 2010, autrement dit, 3-4 semaines après le tremblement de terre, à la Fondilac, nous avons travaillé et sorti un petit document que nous avons appelé plaidoyer pour une refondation de l'État d'Haïti selon une vision haïtienne. Le centre, une des idées centrales de ce papier, de ce plaidoyer, c'est que si on veut refonder, il faut commencer par penser à une nouvelle distribution de la population à travers le territoire, parce que la concentration de la population dans la zone métropolitaine est l'une des causes de l'énorme dégâts qu'a causé le tremblement de terre. Faire de la décentralisation, il y a des faiblesses dans ce genre d'entreprise, mais c'était pour nous un excellent point de départ pour justement arriver à identifier ces productions locales et voir comment dans chaque zone il faut travailler sur tel ou tel produit. Et voilà que maintenant arrive cette initiative de la Promodev qui évidemment va dans le même sens, d'où l'intérêt que automatiquement j'ai porté moi-même en tant que président de la Fondilac à cette entreprise. Et vous comprenez que les travaux d'aujourd'hui m'intéressent au plus haut point, sauf que, étant donné que je suis aussi directeur général de l'INARA, je ne peux pas rester car le premier mardi du mois est le jour où nous avons notre conseil de direction. Donc je vais devoir partir avant même que les travaux commencent. Je souhaite cependant, je compte beaucoup sur Talot, je ne sais pas où il est allé se cacher, mais je compte beaucoup sur lui pour avoir les compte rendu de toutes les discussions qui ont eu lieu ici pendant cette journée, parce que pour nous, c'est du plus haut intérêt. Merci. Je présente mes salutations à vous tous et à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent en cet instant, à tous ceux et toutes celles qui participent de près ou de loin à cet atelier. Alors, je voudrais d'entrée de jeu, au nom du ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, M. Jacques Thomas, et en mon nom personnel, présenter mes remerciements aux
aux organisateurs de cette assise. Et à tous ceux et à toutes celles ayant porté un intérêt particulier à participer activement à cette séance. En effet, le choix du thème qui va être débattu aujourd'hui, valorisation des produits locaux, une alternative pour la sécurité alimentaire en Haïti, vient à point nommé, dans la mesure où il est en parfaite cohérence avec le programme triennal de relance agricole 2013-2016, élaboré par le ministère de l'Agriculture et validé au plus haut niveau par le président de la République, Michel-Joseph Martelly, et le Premier ministre, Laurent-Salvador Lamotte. J'en profite pour exprimer personnellement aux membres du conseil d'administration de la Promodev, ainsi qu'à ceux de la direction du CTA, tous mes compliments pour avoir pensé réaliser cette rencontre. Déjà, je présume que les échanges, les débats qui vont être animés au cours de cette large et prospère rencontre ne pourront qu'être fructueux et enrichissants. Les perspectives de renforcer la tenue de cette assise cadrent profondément avec la vision partagée aujourd'hui au sein du ministère de l'Agriculture, en particulier celle de valoriser réellement les potentialités agricoles des différents départements géographiques du pays et celle de promouvoir, d'accompagner un développement rural. Je dirais que le relèvement du secteur agricole n'est pas uniquement l'affaire du gouvernement haïtien, encore moins du ministère de l'Agriculture. Le relèvement de l'agriculture haïtienne nous concerne tous. Et mesdames, messieurs, c'est dans cet esprit que je formule du plein succès à ce briefing et je vous remercie de votre attention. Nous remercions le secrétaire d'État à la relance agricole, M. Vernet Joseph. Les propos vont ouvrir donc ce deuxième briefing qui sera divisé en trois parties, avec un premier panel qui portera un regard ou même des regards croisés sur les produits agricoles locaux en Haïti, avec un deuxième aux environs de midi sur la valorisation des ressources locales, la stratégie de développement économique, et aussi en troisième lieu la valorisation des produits alimentaires locaux, quelques expériences et potentiels des stratégies de marketing appropriées en Haïti. Tout ceci la journée se terminera sur une synthèse et des remarques, des remarques finales qui seront faites par le docteur Jean-André Victor, vous connaissez l'agronome Jean-André Victor, Pascal Pécos-Lundi, chef de cabinet du secrétaire d'État à la relance agricole, et aussi par l'agronome Talo Bertrand, secrétaire général de Promodev, à qui je passe le microphone pour vous présenter le contexte de ce deuxième briefing, qui, je rappelle, est retransmis sur Port-au-Prince, sur Haïti par Radio Lumière, et aussi à l'étranger sur Internet en vidéoconférence. Merci Talo, à vous pour la présentation du contexte. Monsieur le secrétaire d'État à la relance agricole, Monsieur le directeur général de l'INRA, Monsieur le président de la Promodev, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations paysannes, chers compatriotes, chers amis, je suis vraiment content aujourd'hui d'être ici avec vous pour discuter, dialoguer, échanger et voir comment trouver des pistes de solutions à la crise de l'agriculture haïtienne. Je dis,
un peu de monde a parlé de développement durable. Mais parler de développement durable, je l'ai dit, il faut qu'on ait un pile assise pour la génération qui a évolué aujourd'hui. Il faut qu'on fasse un pile projection pour petites nous qui viennent pour venir sous Tessa, dans l'année qui vient pour venir, soit dans 10 ans, soit dans 25 ans. En général, un peu de monde toujours dit que nous avons tendance à travailler pour journée aujourd'hui. Mais depuis qu'on parle de développement durable, il y a un élément clé pour c'est le secteur agricole. Car en Haïti, la population rurale là représente 60% de la population globale haïtienne. Ça veut dire que nous avons intérêt pour nous faire promotion, pour nous inciter tant l'autorité gouvernementale, les organisations de la société civile, pour être capable d'impliquer beaucoup plus dans le secteur agricole. Et c'est ça qui est capable de permettre nous capables déclencher avec ce qu'on appelle le processus de développement durable. Nous avons différents panels comme Clarence Benoît sur le là. Nous avons 3 grands panels. Et le premier panel là, il y a 4 panélistes là-dedans. Nous avons agronome Gary Mathieu, coordonnateur CNSA. Nous avons Dr Maron, qui est directrice et alimentation et nutrition au ministère de la Santé publique et de la population. Nous avons un professeur Philizer, c'est le professeur à la faculté d'agronomie, qui a bien pour intervenir également. Et nous avons une représentante du programme alimentaire mondial qui a bien pour faire une intervention dans le premier panel là. Et le deuxième panel là a bien 6 intervenants. Et le troisième panel là a bien 6 intervenants. Au fur et à mesure, nous avons passé dans le des consignes pour nous capables et bonne explication, orientation pour nous voir qui gens si une journée ça capable bien passer. Dernier bagage n'a dit c'est que et briefing ça pendant qu'on a parlé là, on a entendu sur différents médias en Haïti, mais en plein monde à l'échelle internationale absolue. Donc exemple la direction du CTA qui est en Hollande, l'antenne du CTA qui est au Bruxelles et d'autres partenaires qui en Afrique, dans Caraïbes là par exemple, Caribbean Farmers Network, CAFAN, qui a suivi nous également. Et nous avons des traducteurs dans cette salle-là qui ont traduit pour nous, qui a passé de l'anglais, du français à l'anglais et du créole à l'anglais. Ça veut dire que nous sommes online jusqu'à 5h après-midi, nous avons fait discussion et après pour nous produire des recommandations tant au ministère de l'Agriculture et pour les autres partenaires qui interviennent dans le secteur agricole en Haïti. Merci beaucoup de votre participation et merci beaucoup de votre présence ici et nous remercions tous les représentants du ministère de l'Agriculture, spécialement le secrétaire d'État à la relance agricole. Merci, bonne journée et bon travail. Actuellement, nous devons faire face à des défis, pour nous, sont des défis démographiques. Pourquoi? Parce que plus de 50% de déficits alimentaires sont constatés en 2013. Les chiffres les plus catastrophiques nous montrent que en 2012 et 2013, nous sommes passés d'un niveau de déficit de 50% et actuellement entre 50 à 55% de déficit de la disponibilité alimentaire. Nous nous posons la question, dans 10 ans, lorsqu'on sera environ à près de 15 millions d'Haïtiens, ce déficit devrait s'aggraver si le principal secteur de production de l'agriculture n'accuse pas un taux de croissance supérieur à ce qu'il a pour le moment, un taux de croissance qui est inférieur à 1%, alors que normalement, le taux de croissance de la population actuellement est estimé à près de 2,5%. Donc, entre une population qui croît à une vitesse de 2,5% l'an, vous avez une agriculture qui croît à un rythme inférieur, c'est-à-dire aux environs de 0,1%. Donc, il y a un déficit à couvrir. Et si actuellement, les besoins alimentaires estimés pour une population de 10 millions d'habitants sont estimés à près de 2 202 000 tonnes équivalent céréales. Donc, lorsqu'on sera à 15 millions, donc vous pouvez avoir une idée du déficit qu'on aura si les problèmes de croissance de la production et surtout le contrôle de la croissance démographique. Lorsqu'on parle d'insécurité alimentaire, l'état d'insécurité alimentaire et l'état de pauvreté sont deux états qui se retrouvent. On est en insécurité alimentaire parce qu'on est pauvre. Donc, si ces deux états se retrouvent, pour résoudre le problème d'insécurité alimentaire, il faut d'abord pencher sur la réduction de la pauvreté. Quatrièmement, la stabilité.
La stabilité, c'est le quatrième pilier en fait de l'équation de la sécurité alimentaire, parce qu'il faut y avoir une certaine stabilité non seulement dans la disponibilité alimentaire, stabilité dans l'accessibilité et stabilité aussi dans l'utilisation biologique. On se rend compte que ces différents types de stabilité sont très liés aussi à la stabilité politique. Donc, stabilité politique qui devrait normalement conduire à une stabilité au niveau des investissements, au niveau de ces différents piliers. Donc, même si on parle de pauvreté ou bien d'agriculture, d'insécurité alimentaire, la politique aussi a un rôle tout aussi important à jouer. Et la mise en place d'un système de cabotage pour les produits agricoles. Parce que nous sommes rendus compte qu'il y a un fort taux de gaspillage et de perte aussi avec les systèmes de transport que nous avons. Donc si on arrive à mettre sous pied ce système de cabotage, on peut faciliter les transports interurbains et aussi les transports pour la région métropolitaine. Merci beaucoup. On a 3 panels, on est juste dans le premier panel, c'est les regards croisés sur les produits agricoles locaux en Haïti. Je passe maintenant la parole au docteur Jocelyne Baronne. Nous allons parler de nutrition et on se demande, selon le thème qui a été proposé, valorisation des produits locaux dans un contexte ou pour la sécurité alimentaire en Haïti. Donc on se demande d'où est sortie la nutrition pour entrer dans ce processus. C'est ce que nous allons voir avec la première diapositive. Depuis les temps les plus anciens, la nutrition a toujours été une préoccupation de l'homme. Quel que soit l'instrument de mesure, l'indicateur qu'on aura choisi, Haïti présente la malnutrition, que ce soit le poids par l'âge, le poids par rapport à la taille par rapport à l'âge, et ce sont des opportunités que nous arrivons à perdre. Le problème de malnutrition chronique existe au niveau national, plus élevé en milieu rural, mais aussi en milieu urbain. Le problème de malnutrition aiguë est aussi présent en milieu rural et en milieu urbain. L'anémie, que l'haïtien classifie toujours par petite maladie, est une maladie mortelle. Et regardons cette diapositive comparée aux pays de l'Amérique latine et des Caraïbes. Haïti accuse le plus fort taux d'anémie. Quel est le coût de cette malnutrition pour le pays? 727 millions d'heures de travail, qui équivaut, je vous laisse lire les chiffres de dollars, parce que je ne les connais pas trop, mais c'est la perte de productivité. Quand on a de la malnutrition, on ne peut pas produire, donc ceci a un coût. Cette perte de productivité représente 14% du PIB. Et la perte en année scolaire, la personne mal nourrie perd 1,5 années de moins qu'une personne normale. Et cela a un coût. Je vous rappelle que la santé se mange à partir des aliments sains produits dans un milieu sain. Merci de votre attention. Je vais me concentrer sur les achats locaux du PAM, qui sont une des interventions que le PAM met en œuvre en Haïti, avec les activités de nutrition, les cantines scolaires, la préparation et la lutte d'urgence, plus en général les activités dans le domaine de la sécurité alimentaire. Donc je vais faire une petite introduction pour parler de qu'est-ce que le PAM et comment le PAM est arrivé à faire des achats locaux, pour passer par la suite à ce qu'on fait en Haïti dans ce domaine. Donc bon, tout le monde sait que le PAM c'est l'Agence des Nations Unies qui est mandatée pour lutter contre la faim. Elle a été fondée en 1962 et au fil de ces 50 années, elle a contribué sûrement à sauver des millions de vies humaines dans des situations d'urgence dans des pays en voie de développement. Que le PAM est entièrement financé par des contributions volontaires, donc le PAM n'a pas une base, disons, financière assurée, comme d'autres agences des Nations Unies. On est totalement dépendant de nos donateurs et de leur volonté de financer nos activités. Dans le temps, le PAM recevait beaucoup de contributions en nourriture, en nature,
qu'on redistribuait par la suite. Mais au fil du temps, ces contributions en nature se sont heureusement réduites. Les donateurs sont beaucoup plus sensibles à l'idée de donner aux PAM du cash, des espèces, de l'argent, qu'on peut utiliser beaucoup plus efficacement que la nourriture. Et ce qu'on offre aux donateurs en échange, c'est de leur dire on va utiliser votre argent dans la meilleure possible, c'est-à-dire on va toujours acheter la nourriture au prix le plus bas qu'on trouve dans les marchés. En même temps, les achats du PAM doivent aussi garantir que nos opérations ne soient pas affectées. Donc il faut bien contrôler notre chaîne d'approvisionnement pour que n'importe quel problème qui puisse affecter l'approvisionnement n'ait pas de retombées sur... donc ce qu'on a fait pour permettre ça, tout le monde sait que le PAM des Nations Unies sont des bureaucraties assez compliquées. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a assoupli nos règles d'achat pour pouvoir permettre aux petits producteurs, à leurs organisations de participer à nos appels d'offres. Donc, je ne vais pas faire la liste complète, mais on a réduit la quantité minimale de nourriture qu'on achète. On a accepté de casser les quantités qu'on achète, c'est-à-dire si on veut acheter 1000 tonnes, au lieu d'acheter 1000 tonnes du même producteur, on est disponible à acheter 100 tonnes ici, 200 tonnes par là, 500 tonnes par là. On a aussi réduit les tâches administratives qui sont nécessaires pour les petites organisations pour participer à nos appels d'offres. On se charge du transport quand il s'agit d'achats locaux, on fournit les sacs, on paye les livraisons, même des livraisons partielles, donc on n'attend pas que tout le contrat soit honoré pour commencer à payer les livraisons. Et comme je disais avant, on ne peut pas faire ça en travaillant dans un seul secteur. Il faut travailler dans tous les secteurs à la fois. Et donc, le PAM va continuer, comme je disais, à travailler avec le gouvernement pour aboutir à une stratégie nationale pour les achats locaux qui définisse vraiment les règles et le rôle du secteur des achats institutionnels dans la promotion de l'agriculture. On va continuer à développer des projets pilotes qui nous permettent de tester des différentes modalités pour relier la production locale à ces marchés. Et bien sûr, on va continuer d'offrir notre soutien technique au gouvernement dans tous les domaines qui nous concernent. Et autant que possible, autant que les contributions nous parviennent, on va aussi continuer à acheter local. Donc je vous remercie pour votre attention. Je finis ici. C'était la responsable. Je vais vous présenter les différents produits agroalimentaires que l'on trouve dans le pays et vous présenter les plats, comment ils sont composés, et vous présenter les aliments qui sont prédominants suivant les régions et terminer par une conclusion. Donc il y a plusieurs définitions du mot culture. Moi-même, celle que je retiens, c'est celle qui dit que la culture, c'est l'homme même. De là, on comprend bien que les habitudes alimentaires font partie du patrimoine culturel des peuples. Elles ont été acquises par un processus d'éducation non conventionnel. Donc la façon de manger, elle est transmise à l'enfant et peut-être un outil d'identification des peuples. Donc par exemple, on dit, on va dans les restos chinois, on va dans les restos indiens. Quand on dit que l'on va manger créole, cela sous-entend qu'il y a une combinaison logique des ingrédients pour avoir le plat créole. Quand on dit le plat créole, ça réfère à la Caraïbe, spécifiquement en Haïti, puisqu'on est en Haïti. Donc les gens consomment le riz soit avec du pois, du haricot, et accompagné d'une sauce ou une légume. Les vivres, longtemps c'était les vivres qui faisaient part, qui étaient prédominants dans les habitudes alimentaires. Maintenant, la consommation des vivres a diminué énormément. Et les gens aussi peuvent associer les vivres aux feuilles et de la viande pour faire ce qu'on appelle les bouillons de pois et les bouillons. C'est les vivres que les gens savaient consommer à chaque repas. Maintenant, c'est la tendance à changer, c'est le riz qui remplace
les vivre. Maintenant, comme conclusion, on doit admettre que nous sommes dans une période d'acculturation où les gens perdent leur identité, les habitudes alimentaires changent. Nous sommes dans une période de transition, nous sommes dans une période où les gens adoptent le régime alimentaire occidental. Donc nous mettons de côté nos aliments riches en fibres qui pourraient nous protéger contre certaines maladies. Donc c'est pourquoi auparavant il y a certaines maladies que l'on ne trouvait pas en Haïti. Maintenant, avec l'adoption du régime occidental, on retrouve les maladies des pays industrialisés en Haïti. Il y a aussi un manque d'éducation nutritionnelle. Les gens ont un préjugé vis-à-vis de certains aliments. Quand on dit que une personne peut avoir honte de dire que chez moi j'ai mangé la véritable. Il y a un préjugé. Donc c'est dû à un manque d'éducation. Donc ça c'est un défi qu'on doit relever en faisant de la formation. Et ça c'est un point positif quand j'entends qu'il y a des programmes comme le PAM qui font des formations nutritionnelles dans les écoles. Donc cela va changer la tendance, va mettre en valeur nos produits locaux. Donc j'avais pas beaucoup de temps, je vous dis merci. Je suis Bernard Tokola, président de IPON, entreprise de transformation de l'âme véritable. Et ma question c'est pour la représentante de PAM, programme PAM. Donc, j'aimerais savoir dans combien de régions que ce programme est actuellement est en train de piloter ici en Haïti. Et ensuite, quels sont les critères pour être vendeur à ce programme? Et s'il y a aussi des suivis que j'aimerais faire, alors quels sont les moyens pour rester en contact avec ce programme? Merci. Moi, c'est Florence Réjoui. Moi, c'est mon asile. Moi, je représente le groupe Femmes l'Asile. Question par nous, c'est pour Dr. Maron, premièrement. Et autrefois, moi, je connais un service d'hygiène qui peut occuper des affaires, la rue, à manger, gens à transporter dans la rue. Et tout à l'heure, Dr. Maron se dit nous que on santé est faite pour manger qui sain, qui préparé dans un milieu qui sain. Donc, étant donné que longtemps, moi, je connais le service ça, pour nous, la parole, et me connaître qui ça, l'État lui-même mettait actuellement comme service, et si pas bien du tout, d'après le constat que nous-mêmes avons fait dans la rue. Et deuxième question par nous, c'est pour le représentant par nous. Et comme nous, de jour en jour, que d'après le pourcentage que nous avons sur le canal, les productions agricoles la baissé. Donc, est-ce que, déjà, comme il déjà dit, pas me penser quitter le pays et me penser que la quitter dans un moment où, côté que nous avons plus besoin. Donc, ça fait si il a pour quitter, il faut lui penser à quel moment et pas quel moment il peut être. Alors, je dis merci à Godon Dalo et je salue chacun de vous ici présents ce matin. Le panel 2, c'est valorisation des ressources locales, stratégie de développement économique. Nous avons l'honneur de participer à ce travail et notre présentation, c'est quelle contribution économique pour la consommation des produits alimentaires locaux. Alors, je commence rapidement avec une présentation de ce qu'on entend par produits alimentaires. Les produits alimentaires, c'est une combinaison de l'agriculture, on a le secteur primaire, on a la branche agroalimentaire et les branches qui sont en aval et en amont. Donc on a une combinaison du secteur primaire, secondaire et tertiaire. Donc on a le secteur agricole, on a le secteur agroalimentaire, on a les industries en amont, soit pour des équipements pour semences, on a la recherche et développement, on a la grande distribution de commerce de détail, on a la restauration, pour citer les plus importants. Alors, conclusion sur la situation internationale, le dynamisme du secteur agroalimentaire entraîne des changements constants.
pour s'adapter non seulement aux modifications du coût des consommateurs, mais aussi pour jouer la compétition et s'adapter à l'évolution des marchés. Les gouvernements réservent un montant croissant pour développer la recherche et le développement, et la productivité et la compétitivité constituent les éléments pivots du secteur. Alors, les perspectives haïtiennes. Haïti, vous savez très bien que Haïti est connu comme un pays très en retard. C'est l'un des pays les moins avancés du monde. Haïti ne profite pas suffisamment de son secteur agroalimentaire après la destruction des principales industries. Alors, on a maintenant que des productions brutes à l'état brut, et tout ce qui concerne la consommation des produits agroalimentaires, ce sont des importations. Haïti doit se mettre en chantier pour suivre la tendance des pays de l'Amérique latine, des pays émergents et des pays les plus avancés. Il faudra reconstruire les chaînes de valeur des différentes filières, augmenter les investissements dans l'agriculture, la mise en place des agro-industries, la distribution, la recherche et le développement. Mais on sait, tout récemment, ça fait peut-être une dizaine d'années, on voit qu'il y a ce qu'on appelle une augmentation des intoxications au niveau de l'agroalimentaire. C'est ce que j'ai pu constituer pour vous. Et merci pour le respect j'espère que j'ai respecté les tribunes. Ben oui. Merci. Tout le monde bonjour encore. Petit sujet par nous, c'est à nous valoriser les affaires par nous. Et message que nous voulons passer, c'est que valoriser, pas veut dire seulement consommer local. Il veut dire consommer local tout, mais pas veut dire ça seulement. Et c'est ça que nous allons regarder là. Et pour nous faire ça, nous choisissons 4 questions. Qui ça valoriser veut dire? Ou qui ça nous doit valoriser? Qui ça nous doit valoriser? Et qui gens nous doit valoriser? Donc, le premier bagage là, c'est qui ça valoriser veut dire? Et d'après nous-mêmes, valoriser veut dire mettre valeur sur le bagage. Mais on va dire oui, mais c'est même moi. Donc, nous avons dit, c'est lever ce qu'on figure pour le bagage. C'est également une question de reconnaître la valeur. Donc, regarder la question en ça, on va valoriser, gagner un sentiment de passer là-dedans. Gagner un amour là-dedans. Gagner un respect là-dedans. Il faut qu'il y ait une protection là-dedans. Donc, qui ça nous a valorisé dans ce sens-là? Nous avons regardé d'abord pour qui ça nous doit valoriser. Nous devons valoriser parce que la situation, je ne suis pas là, n'est pas trop belle. Au point de vue économique, nous avons tête chargée. Au point de vue social, nous avons un problème. Au point de vue culturel, c'est tête chargée. Mais au point de vue environnemental, c'est encore tête chargée. Donc nous avons une crise plusieurs côtés dans le pays. Donc il faut valoriser ça nous gagne pour nous faire plus d'argent, pour nous vivre plus bien, pour nous vivre plus longtemps, pourquoi pas. Mais pour nous développer le pays, nous, pour nous faire respecter le pays, respecter les Haïtiens et permettre que nous élevions les scopes figure pas. Donc pour toutes raisons, nous sommes obligés de valoriser ça nous gagne. Si ou pas connaît ça que na tiayo moun qui peut consommer à tiayo a raison il pas connaît si on connaît dose là bien il pas connaît si on va pas empoisonner là avec une mauvaise dose l'obliger pentade à ce moment-là ça posait problème qualité produit donc ou pas qu'à valoriser un bagage qui pas une bonne qualité donc faut arranger pour améliorer qualité produit. Ça fait dans le laboratoire, ça fait avec les gens qui connaissent, ça fait dans la loi, il faut qu'il y ait bon genre de loi dans le pays pour protéger la production locale. Si vous n'avez pas de loi, pas de norme, ou pas de procédure qui dit, mais qui gens
pour vendre nature. Mais sous qui forme, sous tant d'agronome, Nathalie a une discussion matin sur marmite, godet, assiette, n'a vendre produit. Si vous pas gagner une loi sur toute bagage, finalement, vous pas capable gérer la qualité, vous pas capable faire contrôle de la qualité correctement. Donc ça demande tout pour faire éducation. Depuis dans l'école, eh bien, si mon nom, il faut connaître que Conflex là pas supérieur à Maïa. À Maïa Boucanéa. Si vous ne apprenez pas ça, qui vous le fait connaître? Qui ne va pas connaître? Donc, il y a une éducation qui peut faire sur nutrition, sur alimentation, mais sur produit aussi. Pour qu'on ait une valeur, pour qu'on ça représenter pour nous. Et finalement, moi 10 minutes après ma question, on a valorisé. Il faut valoriser tête nous. Et si on ne valoriser tête, on ne peut pas valoriser l'autre bagaille. Il faut valoriser le pays, si on ne peut pas valoriser le pays, on ne peut pas valoriser l'autre bagaille. Il faut valoriser le territoire. Et si nous faisons tout ça, nous pouvons éviter cette M là qui mal cité, qui misère, qui malaria, qui mentito, qui maljour, qui madichon et qui miracle nous avons fait si nous éviter les bagages correctement. Merci beaucoup. Merci pour votre présence et pour votre attention. Et que tout d'abord, je voudrais dire bonne fête aux hommes ici présents. Parce que je sais que dimanche dernier, c'était la fête des pères. Et que merci et bonne fête à vous tous. Et que bonne fête aux hommes qui ont pris leurs responsabilités vis-à-vis de leur famille. Et je dis aussi bonne fête à ceux qui n'ont pas encore fait. Et je pense qu'ils auront à le faire. Et pour qu'on continue à dire bonne fête à tous les hommes. Ma présentation, c'est sur les rôles de la femme dans la commercialisation et la transformation des produits agricoles. Et comme vous le savez déjà, qu'on a seulement 10 minutes, je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails. Et puis, il y a pas mal de panélistes qui ont déjà présenté plusieurs informations. Et puis, je vais essayer d'aller un petit peu très rapidement. Et tout d'abord, nous aurons à faire une petite différence entre le sexe et le genre, comme vous le savez déjà, et que quand on parle du sexe, c'est quelque chose de biologique, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer sans avoir fait une opération. Et dans le cadre du genre, c'est que ce sont les rôles et qu'il est très important de former les femmes à savoir connaître comment il faut rationner un aliment de manière à pouvoir donner à sa famille, les enfants, son mari, et puis de quoi manger et pour avoir une nourriture équilibrée et saine. Je crois que nous devrions rester seulement pour 10 minutes et je passe la parole à d'autres personnes. Merci. D'accord, merci. Donc je suis un peu gêné parce que je sens que les données qui circulent autour de moi sont vraiment au-delà de mes capacités, mais je vais quand même essayer de présenter ce que j'ai préparé pour vous. Un petit sommaire de la présentation que je voulais faire. Je voulais présenter un profil de la société, une mise en contexte historique du sujet, présenter un peu mes impressions de l'échec de l'agriculture et de l'agro-industrie en Haïti d'une manière générale, présenter un peu l'expérience de Révo depuis 7 à 8 ans, nos projets futurs et les propositions sur lesquelles j'aimerais quand même voir le pays travailler en tant que nation. Bon, c'est seulement il faut aussi parler de planification et définition des propriétés. Et après, tout côté,
il n'a pas fait sens, il faut commencer à se concentrer sur ce qu'on veut faire. Ok, lancer la vraie bataille de l'écologie. On parle souvent de rendre l'éducation en Haïti gratuite. Moi, et je suis d'accord avec ce mouvement, mais moi, par exemple, je suis quelqu'un qui est donné, j'ai une fille de 10 ans, et je lui ai donné l'habitude chaque année, il y a un jour où il va planter. Et planter des arbres dans une zone en mauvais état. Et bien, moi, je pense que c'est comme ça que ça commence. C'est-à-dire commencer à apprendre les plus jeunes dès maintenant et à les apprendre que, ok, vous êtes à l'école, et bien, il faudrait que chaque école soit capable de donner un jour. Et ça, c'est un des exemples. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on est capable de faire. Ok, et puis lancer l'agro-industrie et pour que cesse le gaspillage, pour que plus de produits soient transformés, pour que tout le monde soit capable d'avoir une manque dans une époque où il n'y a pas de manque, et normalement, etc. Donc, de là, je vous remercie de votre attention et merci. Ce qu'on appelle la sécurité alimentaire. Et on parle de sécurité alimentaire quand toutes les personnes, à tout moment, ont un accès physique, social, économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive, leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour une vie saine. Moi, sur ce, je dirais que personne n'est en situation de sécurité alimentaire si on se base sur cette définition formelle fournie par la FAO. Et de la même veine, on pourrait dire ce que c'est l'insécurité alimentaire. On en parle quand on n'a pas la nourriture physique et quand on n'a pas accès, on ne peut pas satisfaire ses préférences. Et quels sont les piliers de la sécurité alimentaire? Et je dirais d'abord la disponibilité. Et pour avoir une bonne sécurité alimentaire, il faut normalement se baser sur sa production. Et bien que je ne sois pas trop partisan du concept de souveraineté alimentaire, nous sommes dans un monde global et la Dominicanie peut produire ses poules dans des conditions de respect. Et que moi, si je n'ai pas la potentialité de produire ces poules, je dispose d'autres sources de revenus, je les achète. Moi, je suis beaucoup plus fan du concept de sécurité alimentaire dans le sens de capacité et d'achat. Il faut que les gens aient accès aux semences améliorées. Assez souvent, moi je suis triste d'attendre que les FAO, le ministère de l'Agriculture, toutes les années, on donne des semences, généralement des graines. Des graines. Quelquefois la personne est aux États-Unis, puisque la personne qui fait la distribution est son ami, il est en France, il dit, ok, j'ai besoin de 10 marmites. Donc ce ne sont pas les gens qui font de l'agriculture qui en ont accès. Quand on donne à 1 heure, et après 2 heures, on va trouver ces produits, ces graines sur le marché pour être consommés. Ce n'est pas sérieux. On ne peut pas se permettre de gaspiller nos ressources comme ça. Il faut avoir accès aux fertilisants, il faut une utilisation judicieuse des fertilisants, il faut améliorer l'accès à l'eau. Et mon domaine, permettez-moi de dire, merci à vous. Vous avez parlé d'or. Vous avez parlé d'or, malheureusement, l'heure nous fait la veille. Ok, permettez-moi de conclure. Donc, il faut améliorer le système post-école. Moi, je suis formé par l'État, j'ai une socialisation post-école. Je suis disponible, je suis prêt à donner et quelquefois bénévolement pour qu'on change les choses. Donc, j'espère que j'aurai d'autres opportunités pour parler parce que c'est mon cœur qui parle. Je suis triste quelquefois. C'est le poète qui parle. Le thème, c'est la valorisation des produits agricoles, importance économique, stratégie, perspective. D'abord, on va parler un petit peu de la valeur. La valeur de bien, vous le savez, est déterminée par son utilité pour le consommateur, mais aussi par le travail qui y est incorporé, ainsi que son coût de production. Le prix est la mesure de cette valeur. En Haïti, en dépit de la rigueur des conditions d'exploitation, de la faible productivité due en partie au nombre excessif de populations impliquées dans le secteur, 60% de la population active est impliquée dans l'agriculture. De la baisse croissante dans le PIB, le secteur agricole reste le plus productif, 25% du PIB. La production est insuffisante
pour répondre aux besoins de consommation de la population. Et le poids des importations de produits agricoles dans notre balance commerciale est significatif du degré de dépendance du pays par rapport à l'extérieur. Les effets de ces importations sont tels que les habitudes de consommation de la population se sont complètement modifiées. Nous venons de le voir avec les autres intervenants. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de choses que les Haïtiens ne mangent plus. Essayons d'éducation afin d'alphabétiser ces paysans pour qu'ils acquièrent le minimum susceptible de faciliter leur insertion rapide dans la vie économique. La baisse de la productivité entraîne une paupérisation croissante de la population rurale, ce qui a pour corollaire l'exode massif de la population vers la ville la plus proche, puis vers la capitale à la recherche de mieux-être. Ce qu'il n'atteint pas toujours. Au contraire, la situation du migrant se trouve le plus souvent aggravée. Il glisse vers la mendicité et la délinquance. Or, les pouvoirs publics se doivent de trouver le moyen de sédentariser la population dans son lieu d'origine. Pour ce faire, il faut qu'il soit pris en main et qu'on lui crée un environnement pour lui permettre d'assurer sa survie. La régénérescence de l'agriculture ne contribuera pas seulement à améliorer les conditions d'existence du petit paysan, elle participera à un regain d'activité des autres secteurs et attirera dans la zone agricole d'autres types d'occupations. Des agro-industries qui constitueront le prolongement des productions agricoles existantes pourront trouver le contexte idéal pour éclore. Un milieu qui dégage un revenu suffisant devient détenteur de pouvoir d'achat pour d'autres produits. L'habitat s'en trouvera relancé, les jeunes seront en mesure d'acquérir une éducation et d'autres catégories d'entreprises feront leur apparition et la vie naîtra car la valeur ajoutée sera l'affaire de tous. Merci Madame Damour. Et sécurité alimentaire. Je veux surtout commencer par présenter l'Association nationale des transformateurs de fruits. Peut-être certains d'entre vous connaissez déjà ou pas. Je dois vous dire que l'Association nationale des transformateurs de fruits, c'est une institution qui, comme le nom l'indique, travaille au sein de la filière de la transformation de fruits depuis tantôt 11 ans. Et cette institution regroupe pour l'instant un ensemble de 58 ateliers de transformation de fruits pour 58 micro-entreprises qui sont répartis dans les 10 départements du pays. Et je dois vous dire également que par rapport à un partenariat que l'ANATRAF détient avec le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du développement rural, l'ANATRAF travaille officiellement au sein de cette filière à renforcer l'ensemble des micro-entreprises, l'ensemble des structures organisationnelles qui, en effet, œuvrent pour la valorisation du moins de la production fruitière en Haïti. Et l'ANATRAF, c'est une structure associative qui comprend un conseil d'administration avec un comité exécutif. Et je pense que dans la salle, il y a certains membres du comité exécutif qui sont là, notamment la déléguée du département du Sud, Madeleine qui est là, il y a également Mme Lafaille du département du Centre et M. Axel Augustin du département du Nord. Et à part cette structure, le conseil d'administration, il y a le conseil, du moins le comité de surveillance qui fait office, je peux dire ça ici, de comité d'audit au sein. Par rapport à cela, je veux surtout attirer votre attention sur le fait que quand on parle d'environnement, l'environnement n'est pas seulement une question de reboisement. L'environnement, c'est beaucoup plus que ça. L'environnement fait appel également aux bonnes pratiques. Ce que j'appelle bonnes pratiques, c'est surtout le comportement des usages, les comportements des riverains par rapport à l'espace où ils se trouvent. Nous avons en 2008, quelques 4 ouragans, si vous vous souvenez, de Gustave, Ike, qui étaient passés. Et ces ouragans ont en quelque sorte occasionné des dégâts directs estimés à environ 200 millions de dollars américains au sein de notre agriculture. En fait, le circuit court fait appel surtout à la vente par correspondance.
vente sur Internet, c'est circuit court, boutique de producteurs, livraison à domicile, vente au restaurant locaux, vente au comité d'entreprise, vente dans le cadre de foire, de marché, locaux, d'exposition, etc. Voilà. Et également vente par le producteur sur un stand séparé dans les grandes surfaces de proximité, ce qu'on appelle les GSP. En ce qui concerne le circuit long, c'est surtout la vente en rayon dans les grandes et moyennes surfaces, les GMS, vente aux grossistes, revente à des commerçants détaillants et exportation. Et par rapport à cela, pour finir, je veux surtout attirer votre attention aux défis que nous avons au niveau de la commercialisation, lors même que nous avons utilisé le circuit court ou le circuit long. Ce qui existe, c'est que pour le manque de, il y a un problème de manque de données dans le secteur. Donc, lors même que l'agriculteur aurait aimé adopter une approche de commercialisation, il n'est pas assuré, étant donné qu'il n'a pas d'outils, ou du moins de données suffisantes. Et également, les outils de consommation sont toujours inexistants. Il faut dire également qu'en général, les producteurs ne savent pas quels outils utiliser ou quelles méthodes adopter pour ce genre de choses. Merci, donc j'espère que vous aurez la possibilité de poser des questions et approfondir un petit peu la présentation. De partager avec vous une expérience que nous avons réalisée pendant 12 ans sur l'amélioration de la filière du café. Donc j'avais invité un paysan à venir, mais étant donné qu'il ne pouvait pas venir, donc j'ai avec moi l'agronome Claude qui a quand même participé dans les 12 ans, il a participé pendant 4 ans à cette expérience-là et c'est pourquoi il est avec moi, même s'il ne va pas présenter, mais peut-être qu'il va répondre à quelques questions. Donc pour démarrer, je peux dire que la production caféière a amorcé son déclin dès le début du XXe siècle. Et arrivé vers 1986, le départ de Jacob Duvalier, on a constaté une aggravation de la tendance, de cette tendance-là, et à partir de l'agitation politique, le climat d'insécurité, ça a entraîné une désorganisation, une déstructuration de la filière du café. Il y a des problèmes. Les problèmes, il y a un manque d'investissement dans les infrastructures de production de café là. Donc nous autres, on a quelques investissements, mais tout est arrêté. Insuffisance d'air de séchage, insuffisance de dépôt, insuffisance de citernes. Il y a une faible capacité institutionnelle des coopératives de base, parce qu'en dépit de toutes ces formations qu'on a faites, donc il y a toujours des problèmes de démocratie interne, il y a toujours des petits problèmes de comptabilité, des petits problèmes de structuration, c'est-à-dire que le président, tu peux avoir une coopérative, le président qui peut avoir le trésorier, ou même, je ne sais pas, problème de structuration. Il y a aussi des problèmes de mécanisme de prise de décision. Il y a ensuite, au niveau de l'enclavement des zones de production, et puis il n'y a pas de politique claire pour soutenir, pour soutenir le café en Haïti. Il n'y a pas de politique claire. En conclusion, je dirais que la valorisation de la filière du café a pris la forme de grands chantiers de formation, de mise en place d'infrastructures permettant la préparation de café de qualité. Le café produit à la Baptiste est vendu à des prix rémunérateurs en France, au Canada et au Japon. L'accès à ces marchés a permis d'augmenter les coûts producteurs et les inciter à planter le café. Cependant, le manque d'investissement dans ce sous-secteur, l'absence de politique caféière sont des facteurs qui limitent les avantages que les paysans et même le pays auraient pu tirer à partir du développement de la filière du café. Je vous en remercie. Les zones de Nîmes et dans le sud. Donc ma présentation va être l'occasion d'atterrir un peu certaines notions que vous avez entendues par les différents panélistes qui m'ont précédé. Alors, le projet titré Augmentation de la production des racines et tubercules dans la Caraïbe par introduction de techniques de production améliorées et de marketing s'exécute actuellement sur les plateaux gauchois, particulièrement à Salagnac, à Saint-Louis du Sud et également à Campérès. C'est un projet
qui est exécuté conjointement entre le ministère de l'Agriculture, l'INICA et le CARDI, qui est le centre de recherche dans l'agriculture de la Caraïbe. Alors le projet a commencé depuis, entre guillemets, 2011, mais ce n'était pas vraiment le cas avec les problèmes qu'on avait dans le pays après le tremblement. Donc ça a mis du temps à atterrir. L'objectif principal de ce projet, c'est d'accompagner les agriculteurs à pouvoir produire dans de meilleures conditions en ayant de meilleurs matériels de production, en ayant des techniques de production qui soient meilleures que ceux qu'ils utilisaient avant, mais également en les accompagnant dans toute la filière, dans toute la chaîne, c'est-à-dire la production, récolte et post-récolte, commercialisation, transformation, etc. Donc c'est ce que ce troisième diapo souhaitait vous présenter, c'est l'ensemble de la chaîne qu'on tentait en réalité de voir, de toucher. Mais pour un projet qui avait un temps aussi court et un financement assez faible, donc on n'a pas pu toucher toutes les filières ou toutes les cultures considérées. Comme je dis, toutes les cultures considérées, les cultures en fait qu'on avait considérées de concert avec le ministère de l'Agriculture qui avait choisi la patate douce, l'igname et le manioc comme culture principale qu'on devait cibler dans le cadre du projet, avec également un intérêt qu'ils avaient manifesté pour le mazobel dont je vais parler tout à l'heure. Maintenant, pour les trois premières cultures, la patate, l'igname et le manioc, les problèmes qu'on avait identifiés, c'était des problèmes que je pense que vous connaissez, ceux qui en fait sont sur le terrain avec les agriculteurs. Il n'y a pas lorsque ces variétés présentent, quand il y a un cyclone, nous perdons tout le bagage, mais patates, ligname, manioc, prêté dans terre. Il y a une grande diversité variétale pour l'ensemble de ces produits, il y a une forte demande pour ces produits transformés, et il y a une masse critique assez forte. D'ailleurs, vous êtes là, c'en est une preuve. Il y a des opportunités, mais également il y a des faiblesses. Les faiblesses que vous avez mentionnées, dont par exemple la main-d'œuvre locale qui devient de plus en plus rare et de plus en plus coûteuse. Et il y a également certaines menaces que nous devons considérer et prendre en compte dans les interventions. Par exemple, la dégradation environnementale, comme je l'ai mentionné, pour les arbres que l'on coupe pour apporter des tuteurs aux ignames. Il y a les renforcements des standards internationaux de la nature qu'on a parlé. Maintenant, on devient beaucoup plus exigeant quand il s'agit de produits transformés à donner aux consommateurs. On doit pouvoir prendre tout cela en considération. Donc, je m'arrête là parce que j'aurais bien aimé vous présenter, vous faire encore une petite vidéo, mais on ne m'avait pas dit que la présentation allait être de 10 minutes. J'avais préparé une présentation de 15 minutes et une vidéo de 4 minutes. Donc, on vous a pris votre vidéo dans les 4 minutes. Bon, merci. Une fois de plus, nous disons merci. En fait, le piment piqué, c'est un produit considéré comme un produit principal de la ferme de production et d'Accord. Accord, c'est une entreprise de coopération en développement et qui mène des activités génératrices de revenus dans sa zone d'intervention. Notre présentation dans le cadre d'une rencontre sur la sécurité alimentaire et la valorisation des produits locaux ne pourrait pas continuer sans jeter un coup d'œil sur ce qu'est la sécurité alimentaire. Je sais que la sécurité alimentaire a été la question principale de toutes les interventions de la journée. Mais en gros, toutes les définitions de la sécurité alimentaire se convergent généralement autour de l'accès à l'alimentation en qualité et en quantité dans l'espace et dans le temps. Et le piment, c'est surtout une plante légumière qui comprend des centaines d'espèces et des milliers de variétés cultivées dans le monde entier. Et le fruit est consommé en petite quantité sous forme d'épices et confère un précieux arôme aux aliments. Peu de ménages passent de la consommation du piment dans leur alimentation. Et c'est une légume riche en éléments nutritionnels. Il contient
Elle contient la vitamine C, très riche en vitamine C, et même plus que les citrus, que tout le monde sait que les citrus contiennent beaucoup de vitamine C. Il y a également la vitamine A, B complexe et complexe B, acide folique. Il y a des hydrates de carbone, des protéines. Et en conclusion, nous voyons que le piment contribue à la valorisation des aliments, permet les gens d'avoir une meilleure possibilité de consommer les aliments. Le piment peut contribuer au renforcement de la résistance et du fonctionnement du corps humain, et il peut également contribuer à l'augmentation de la valeur ajoutée de les exploitations agricoles. Et tous ces éléments sont des éléments et peuvent contribuer à justifier l'importance du piment dans la sécurité alimentaire. J'espère que si vous avez des questions, on peut les répondre après. Merci à Bruno Marcel. Donc, j'ai encore le plaisir de partager avec vous un sujet sur le thème développement de la technologie post-école et une opportunité de marché. Les pertes constituent une diminution directement mesurable d'une denrée alimentaire. Et quand on parle de perte, ça peut être une perte en qualité et en quantité. Donc, le produit peut perdre sa valeur marchande. Donc, elle s'observe plus particulièrement dans les périodes de récolte et s'étend de la récolte jusqu'à la consommation. Une fois qu'on a récolté les produits, donc on peut déjà commencer à enregistrer les pertes. Donc, en Haïti, dépendamment du produit, les pertes sont variables, ils sont estimées entre 25 à 40%. Donc, c'est intéressant de savoir que on ne peut pas enrayer les pertes, mais on peut prendre des mesures pour les diminuer, pour les faire baisser. Donc les pertes sont occasionnées par le mode de transport défaillant, les conditions de route mauvaises et le système de paquetage. Donc si vous regardez la façon dont les marchands transportent les produits de récolte, donc vous allez voir que les pertes, la majorité des pertes proviennent même de ce système. Déjà, on a des routes qui sont en très mauvais état et les marchands en mettent dans des sacs. Conservation des denrées alimentaires par la maîtrise du potentiel d'oxydoréduction. Donc, il y a un système de conditionnement sous vide dans lequel on enlève l'oxygène dans l'emballage. Ben, par exemple, s'il y avait des micro-organismes, les micro-organismes ont besoin d'oxygène, de nutriments, tout comme les autres, pour se développer. Maintenant, si on prive les micro-organismes de l'oxygène, donc on augmente la durée de vie du produit. Le système de conditionnement, soit atmosphère modifiée ou soit atmosphère contrôlée, par exemple, dans le cas d'une entreprise comme Maurice Buteau, qui exporte des fruits frais. À travers ce système, il peut contrôler la maturation, le vieillissement des produits. Donc si on arrive à contrôler la maturation, on peut décider quand est-ce que, en fonction du marché, on peut dire qu'on va accélérer la maturation des fruits ou du moins on peut diminuer la maturation des fruits. Ça prolonge, ça augmente la disponibilité du produit dans le temps et dans l'espace. Par exemple, si dans une région, il n'y a pas de mangue, on peut transformer la mangue et aller commercialiser ça dans une région où on ne produit pas la mangue. Et aussi consommer la mangue sous une autre forme, sous forme séchée ou sous forme de confiture. Dans une saison, normalement, on n'a pas de mangue. Merci. Donc, on va se séparer. L'idée, c'est de vous faire une synthèse de la journée. Après avoir écouté les 3 panels, les 14 panélistes, une vingtaine de questions de la part des participants, je pense que ça a été très enrichissant de part et d'autre. Et la question de synthèse pourrait être la suivante.
dans quelle mesure la valorisation des produits locaux peut-elle contribuer à améliorer la sécurité alimentaire dans le pays, ou bien l'inverse, ou bien à réduire l'insécurité alimentaire? Pour répondre à une pareille question, la réponse est tout naturellement oui, c'est possible, d'après tout ce qu'on a vu avec les panélistes. Mais quand même, avant de partir, j'aimerais attirer votre attention sur 3 questions fondamentales parmi celles qui ont été débattues durant la journée. La première question est d'ordre conceptuel. Il y a eu une petite discussion, tout au moins échange de concepts sur le modèle d'agriculture. Ça veut dire quel type d'agriculture nous avons dans le pays. Est-ce que c'est une agriculture qui chita sur un pile engrais ou bien une agriculture qui chita sur une question biologique, très peu d'engrais, très peu d'insecticides? Et bien ça a touché là, je suis de citoyens là. Badaël qui parlait des affaires DDT qu'il a utilisé comme conservation. Ben, ça sont tête chargée, ça va. Vous tentez de courir, maintenant pour faire connaître ça parce que son poison DDT. Et c'était vraiment bien. Les représentants des organisations paysannes qui sont ici avec nous et tous ceux et toutes celles qui ont contribué à la réussite de ce briefing. Et spécialement, je profite de cette occasion pour remercier Mediatex. Et j'ai avec moi Joël Loquet. Je vous demande d'applaudir M. Joël. Je remercie particulièrement agronome Jean-André Victor, notre docteur, et de l'amont à l'aval, il nous a vraiment canalisé. C'est tout ce qui se fait ici dans la conception, même si on sait qu'il y a des agronomes de la modèle. Mais c'est grâce à notre mentor, agronome Jean-André Victor, qui nous a orientés pour tout faire et pour pouvoir réussir cette activité. Et les panélistes, les derniers panélistes qui sont là et qui font partie du dernier panel, et ils étaient formidables, n'est-ce pas? Vous êtes priés de les applaudir pour moi, s'il vous plaît.